Bonjour, nous sommes le 20 mai 2021. Nous sommes là pour ce cours de roman. Aujourd'hui, donc, on va parler d'Annie Ernaux et de son récit, L'événement. Est-ce que vous avez réussi à lire cette œuvre, jeter un coup d'œil, vous informer un petit peu sur cette œuvre ou pas forcément, pas vraiment? Oui, je pourrais lire. Mhm. Et Marcus, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à, à la sensation d'avoir lu ce texte? C'était terrible. Je pensais que la scène de l'avortement, c'était terrible. Mhm. Très Ouais, choquant, très déshumanisé. Je ne sais pas oui, quel mot choisir, mais c'est terrible. ouais, je suis d'accord et je trouve en tant que texte littéraire, c'est magnifique. Magnifique à cause de l'effet. Parce qu'en fait, un texte littéraire, à mon avis, ça compte surtout par rapport aux sensations qu'il peut déclencher chez le lecteur, la capacité d'émotion, la capacité d'émouvoir les gens, de créer des sensations, etc. Ce n'est pas forcément le plaisir, n'est-ce pas? Assez souvent, c'est pas assez souvent, mais ou je peux le dire assez souvent, on pense à la poésie, je sais pas, à la littérature d'une façon générale, comme avec ses rapports à la beauté. La beauté ici, les beaux, le concept philosophique, n'est-ce pas? Ce qui est parfait, ce qui est harmonique, bien écrit. Assez souvent, quand on parle des grands écrivains, on va parler de leur capacité d'écriture descriptive, la capacité d'enchaîner des actions dans une aventure ou quelque chose comme ça. Mais par contre, ou très peu, on parle de cette capacité critique, de cette capacité de déranger, n'est-ce pas, de désorienter nos valeurs, nos expectatives, les choses, le bon ordre des choses, en quelque sorte. Et en révisant ce texte pour le cours d'aujourd'hui, et Marc, là je dialogue directement avec toi, je me suis posé une question peut-être sensible, parce que comme vous savez, j'ai fait un choix de texte pour ces cours. Euh, D'abord, c'était l'idée de la contemporanéité des textes. Je cherchais des textes plus proches de notre période historique. Euh, Aussi, dans ce choix de la proximité historique, un autre élément, c'était la capacité peut-être de ces textes à provoquer, à choquer, pas forcément à choquer, mais à provoquer une réaction chez vous, chez le lecteur. Et je me suis demandé si, euh, parce que nous savons que l'avortement, c'est une réalité, n'est-ce pas? Même si dans le Brésil, il est permis dans la loi dans quelques cas spécifiques, mais hors la loi, ça existe, ça se passe couramment dans des conditions terribles comme celles décrites par Annie Ernaux.
Et je me suis demandé, en fait, quand je révisais le texte pour les cours d'aujourd'hui, le risque, par rapport au risque de déclencher des mauvais souvenirs de quelqu'un parmi vous, parmi les élèves, ayant déjà vécu une expérience pareille. Mais en même temps, c'est un souci que j'ai par rapport à la discussion de ce texte, mais aussi, je ne sais pas si ce serait suffisant pour ne pas utiliser, ne pas discuter ce texte-là, parce que je pense que c'est un texte assez puissant, assez fort, et qui mérite peut-être un espace de discussion dans le cours. Et aussi, à mon avis, c'est un texte très bien écrit, très intéressant, avec une valeur littéraire aussi très grande, n'est-ce pas? Et donc, avant de commencer aujourd'hui ici, je voudrais peut-être faire un survol du texte, le pacte autobiographique de Philippe Lejeune, de le faire au plus vite possible pour avoir beaucoup de temps pour entrer un petit peu dans les détails du texte de Dany Erno. Est-ce que vous connaissez ce texte de Philippe Lejeune, le pacte autobiographique? Moi non. Moi non plus. Moi non plus. D'accord. Parce que, en fait, mais vous connaissez l'autobiographie, les genres autobiographie, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et l'autobiographie, peut-être à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, peut-être devenu les genres littéraires, pas majeurs, je ne vais pas dire comme ça, mais une tendance, une mode littéraire en quelque sorte. Je n'ai pas une explication littéraire pour expliquer pourquoi nous avons autant d'autobiographies aujourd'hui, mais peut-être il fallait une explication un peu anthropologique, je ne sais pas, quelque chose comme ça, parce que, comme vous savez, nous sommes dans une période historique dans laquelle on devient de plus en plus individualiste, de plus en plus centré sur nous-mêmes. Avec les réseaux sociaux, on s'occupe ou on ne s'intéresse qu'à soi-même de plus en plus. Il suffit de jeter un coup d'œil sur Instagram et vous allez voir que la plupart du temps, où c'est qu'on retrouve dans le profil des gens, dans la plupart des cas, c'est un miroir de leur vie. Il y a même des profils, je suis sûr que vous naviguez un petit peu sur Instagram, et il y a des profils que, quand on regarde les photos, il n'y a que le visage de la personne. Plusieurs selfies, c'est fatigant de voir, je ne sais pas combien de selfies à chaque jour. Il y a on poste une selfie différente. Donc, c'est quelque chose, je ne sais pas si on trouve une explication anthropologique pour ce fait, c'est-à-dire de cette inflation de l'ego, je peux dire un peu comme ça. Ça vient d'une certaine façon, c'est quelque chose, c'est un mouvement qui prend de la force depuis les romantismes, n'est-ce pas, qu'on va parler de ces sentiments. Et aujourd'hui, on arrive au sommet peut-être de cette expression de soi,
n'est-ce pas? Et comme vous savez, j'essaye toujours de faire cette réflexion par rapport à la société, par rapport à la politique. Et aujourd'hui, on arrive à cette explication du monde qui dit plus ou moins les gens, la réaction des gens par rapport à l'explication du monde, des événements, de ce qui nous arrive. Ça passe assez souvent par la sensation et les sentiments des gens, n'est-ce pas? Par exemple, sur Twitter, qui est un autre réseau plutôt de partage d'opinions, n'est-ce pas? De la même façon que nous partageons, nous publions notre image à la fatigue, nous publions aussi nos opinions par rapport à tout, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans cette inflation de l'ego dont je vous parle, il nous semble que notre opinion est tellement importante qu'il faut absolument la partager, la publier, parce que c'est important d'avoir une opinion sur tout, n'est-ce pas? Pour fermer cette parenthèse, moi, je trouve que c'est magnifique les commentaires de Gloria Pires quand elle commentait la cérémonie d'Oscar, la sincérité qu'elle a eue de dire il me semble que mon image est un peu figée, mais ouais, ça va maintenant. Mais cette participation de Gloria Pires, quand elle dit moi, je n'ai pas regardé le film, je préfère ne pas commenter. Parce que nous avons le comble aujourd'hui de ne pas avoir regardé un film, lu un livre ou même témoigné une situation, mais nous nous sentons tellement importants au niveau de partager notre opinion sur quelque chose qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Donc, ça, je ne sais pas, j'essaie ici de faire une explication anthropologique peut-être pour justifier un peu la présence de l'autobiographie. Et donc, avant d'entrer dans les textes de Philippe le Jeune, c'est intéressant parce que cette idée de se raconter, de raconter sa vie ou de raconter quelque chose qui nous est arrivé, c'est un besoin, je pense, humain. Nous avons besoin de partager nos expériences avec les autres. Par contre, il y avait quelque chose avant, je dis avant, il y a longtemps, qui expliquait plus ou moins, tout d'abord, peut-être elle est à l'origine de tout récit narratif, en prose ou en vers. On peut penser à l'épopée ancienne, mais assez souvent, les histoires racontées sur quelqu'un d'autre ou sur nous-mêmes, elles avaient, j'oserais dire qu'elles avaient le principe d'être exemplaires. Exemplaire ici, c'est-à-dire une histoire digne d'être racontée parce qu'elle servira d'inspiration, de modèle, d'exemple aux autres, n'est-ce pas? Parce que raconter une histoire banale, ça ne nous intéresse pas, ou ça va intéresser à personne, en principe, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, nous avons ce genre d'histoire. Peut-être c'est un développement naturel de l'histoire du roman, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, avant, on parlait des grands personnages, des grands héros, etc., des grandes figures. Et puis, à partir surtout du 19e siècle, les romans commencent à parler des gens normaux, des gens comme nous. Vous voyez, je vous ai expliqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, les romans Madame Bovary et les romans Les Rouges et le Noir, deux romans exemplaires du réalisme français au 19e siècle. Ce sont des romans inspirés de faits divers, des histoires qui se sont passées vraiment dans la société de l'époque, c'est-à-dire
ces romans-là, Madame Bovary et Les Rouges et les Noirs, n'est pas l'histoire de quelqu'un réel, mais un fait divers réellement, qui a réellement existé, a servi d'inspiration à ces deux écrivains, à Flaubert pour Madame Bovary et Stendhal pour Le Rouge et le Noir. Donc, pourquoi je parle de ça, de faits divers d'inspiration? Parce que c'était un des principes du réalisme du 19e siècle, c'était de parler des personnages, des gens courants, des gens normaux, des gens simples, du quotidien, etc. Donc, cela, c'est important parce que ça marque déjà l'introduction des personnages normaux, qui ne sont pas exemplaires, qui ne sont pas spéciaux, qui ne sont pas des figures illuminées en quelque sorte, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, je répète, j'utilise encore ici l'exemple de Madame Bovary. Le personnage de Charles Bovary, le mari d'Emma Bovary, c'est un praticien de la médecine, parce qu'il n'est pas vraiment un médecin, médiocre, qui n'a jamais été un très grand élève ou un très grand élève, qui n'a pas été génial dans ce qu'il a fait. En fait, il n'avait aucun intérêt, il n'était pas beau non plus. Donc, vous voyez, il n'avait pas une proéminence sociale dans sa société, etc. Donc, c'était quelqu'un plus ou moins médiocre, n'est-ce pas? Et donc, on entre dans le XXe siècle et je ne vais pas faire un parcours ici du roman au XXe siècle, mais surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a cette vogue, cette mode de l'autobiographie. Et ce que j'essaie ici, c'est d'essayer une explication de pourquoi l'autobiographie devient une tendance, devient une mode. Cela ne veut pas dire que l'autobiographie n'existait pas. Et par exemple, le texte de Philippe Lejeune, il faut que je vérifie la date de publication, mais il me semble qu'il a été publié vers 1970, 72, quelque chose comme ça. Et comme je vous l'ai dit assez souvent, à mon avis, la théorie littéraire, elle est toujours derrière la littérature. C'est-à-dire que les artistes, les écrivains, ils sont toujours un peu devant la réflexion théorique. Ils innovent, ils nous proposent de nouveaux genres littéraires, de nouvelles expériences littéraires, et la théorie arrive après pour réfléchir à propos de ces nouvelles expériences. Surtout parce que dans la modernité, nous avons, j'utilise ici l'expression de Octavio Paz, l'écrivain et critique littéraire mexicain, si je ne me trompe pas, qui a forgé une expression très intéressante pour parler de la modernité, qui est la tradition de la rupture. Moi, j'aborde plus souvent cette réflexion de Octavio Paz quand j'offre le cours de poésie, parce qu'il introduit cette notion pour expliquer la poésie moderne. Mais c'est intéressant parce que l'expression, elle est un peu peut-être paradoxale en quelque sorte, parce que normalement, quand on parle des traditions, on parle des continuités, n'est-ce pas? Et la modernité, la littérature, la poésie moderne, elle va développer une nouvelle
pas une nouvelle stratégie, mais une nouvelle dynamique, une nouvelle dynamique qui est celle de rompre avec ce qui venait avant. C'est-à-dire, nous avons, par exemple, et c'est intéressant de voir comment, par exemple, au début du XXe siècle, cette tendance s'accélère. Parce que nous avons au XIXe siècle, avec, si on pense autour de mouvements et tendances littéraires, nous avons les romantismes qui durent considérablement longtemps. Ensuite, nous avons, par exemple, le Parnasse en poésie qui va relier la poésie du romantisme. Nous avons le réalisme aussi comme une réaction au romantisme, parce que au romantisme, on va retrouver de la poésie, mais aussi du théâtre et de la prose, le roman. Et donc, nous avons les Parnasses en poésie et le réalisme comme réaction au romantisme. Puis, il y aura ce développement, cette suite du réalisme dans les mouvements du naturalisme, qui en quelque sorte, je sais pas, en quelque sorte radicalise quelques principes du réalisme. Nous avons le symbolisme qui va relier la poésie descriptive, objective du Parnasse, etc. Et quand on arrive dans les avant-gardes du début du XXe siècle, ça s'accélère, c'est ce que je disais, parce que nous avons une rupture, c'est rupture après rupture, n'est-ce pas? Et donc, quand on parle de la tradition de la rupture, dans l'expression de Octave Paz, c'est intéressant parce que c'est paradoxal, parce que c'est la continuité qu'on retrouve, c'est la rupture. Donc, il n'y a pas de continuité, effectivement, mais il y a une suite de ruptures. Donc, cela dit, pardon, et quand je parle de cette tradition de la rupture, ce que je voulais dire, en fait, c'est que la mode ou la tendance ou la grande quantité de autobiographie à partir de la deuxième moitié du XXe siècle ne signifie pas que l'autobiographie a été créée à cette époque. Nous avons ces fameux essais de Philippe Lejeune, le pacte autobiographique, qui va vraiment provoquer une nouvelle réflexion autour de l'autobiographie. Mais on retrouve cette idée de l'autobiographie chez Saint-Augustin et les Confessions, parce que d'une certaine façon, l'autobiographie va s'insérer autour d'autres textes existants, des textes de valeurs confessionnelles. On va voir ça dans les textes d'Annie Ernaux. Je vais vous démontrer ça dans la suite. Donc, je parle ici des textes des valeurs confessionnelles. Vous pouvez voir, par exemple, les confessions de Saint-Augustin. Plus tard, nous aurons les confessions de Rousseau. Et peut-être les confessions de Rousseau sont l'exemple majeur d'autobiographie moderne, n'est-ce pas? Nous avons quoi d'autre? Par exemple, voilà, donc c'est ça. Et en plus, quand on parle d'autobiographie, c'est un texte spécifique. Je vais vous montrer quels sont les éléments qui composent une autobiographie. Mais c'est intéressant aussi de parler de l'espace autobiographique. Et donc, les textes des confessions, le texte Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, il suit déjà les principes qui vont être discutés par Philippe Lejeune. Mais peut-être les confessions de Saint-Augustin, pas forcément.
mais on est capable de voir un espace autobiographique dans les textes de Saint-Augustin. Par contre, nous avons d'autres genres textuels qui vont utiliser ou qui vont toucher à cet espace autobiographique. C'est-à-dire, quand je parle d'espace autobiographique, je veux parler de tout discours sur soi-même, n'est-ce pas? Donc, on utilise l'expression espace comme s'il y avait un lieu, un endroit physique, mais ce n'est pas forcément ça, c'est plutôt dans les discours, un espace dans les discours. Et juste pour vous, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, je trouve assez intéressant. Par exemple, on est capable d'apercevoir l'espace biographique dans les lettres, parce que assez souvent, quand on envoie une lettre à quelqu'un, on se raconte « Ah, chère maman, je suis arrivé à Paris aujourd'hui et je suis enchanté avec la ville, je suis content d'être ici, etc. » Donc, on parle de soi pour parler à l'autre, dans une lettre, par exemple. Évidemment que dans la lettre aussi, c'est un genre textuel riche. Donc, ce n'est pas seulement de l'intime qu'on parle quand on écrit une lettre, n'est-ce pas? Parce qu'il y a les lettres diplomatiques, les lettres ouvertes, qui sont une espèce de manifeste. Mais la lettre intime, elle a un espace biographique assez clair. Les journaux intimes. Et Philippe Lejeune est un critique, un théoricien de la littérature qui s'occupe de ce genre de textes. Pas seulement à propos de l'autobiographie, mais aussi des journaux intimes, de cahiers d'écrivains, les lettres, et plus récemment, on ajoute aussi les interviews, n'est-ce pas? Même les interviews télévisées, n'est-ce pas? Quand on dit racontez-nous, nous sommes ici aujourd'hui avec les chanteurs un tel, et donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça a été votre enfance ou ton enfance? Ah oui, je suis né dans un petit village, etc. Et la personne se raconte, même dans les interviews. Donc, quand on utilise cette expression espace autobiographique, il y a plusieurs possibilités de textes dans lesquels une personne ou un écrivain se raconte, n'est-ce pas? Ça peut être, comme je disais, une lettre intime, un essai philosophique. Nous avons, pas nous ici, c'était plutôt dans les cours de Panorama, mais pensez aux essais philosophiques de Montaigne, n'est-ce pas, dans lesquels il se raconte. Nous avons quoi d'autre? Les interviews, les lettres, les journaux intimes, parfois les cahiers de notes d'écrivains aussi, etc. Donc, l'espace biographique, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Mais quand on parle d'autobiographie, on parle d'un certain type de texte. Un texte écrit par un écrivain, c'est quelque chose qu'il faut avoir cette unité entre l'écrivain, l'auteur, les narrateurs et le personnage. D'accord? Et pourquoi ça? Peut-être je vais entrer déjà dans les textes de Philippe Lejeune. Il vaut mieux que de parler un peu comme ça. Voyons ici. Voilà. Je ne sais pas si j'ai déjà mis ce texte dans les fichiers. Je ne sais pas, en fait. Je vais le vérifier après. Et donc, ce qui est intéressant, je vais essayer de ne pas lire le texte comme je le fais assez souvent,
Philippe le Jeune, parce que je veux avoir le temps de discuter le texte d'Annie Ernaux. Mais ce qui est intéressant, ce qui est innovant dans ce texte de Philippe le Jeune, c'est que, en fait, c'est l'idée du pacte autobiographique. Parce que, d'une certaine façon, il y a un accord qui est ce pacte entre l'écrivain et le lecteur. C'est un texte qui, pour fonctionner en tant que tel, il faut respecter en quelque sorte cet accord, ce pacte entre écrivain et lecteur. C'est-à-dire, quel est le pacte autobiographique? Le pacte autobiographique, c'est le pacte que l'écrivain fait avec son lecteur, selon lequel il va dire la vérité sur soi-même. Donc, c'est un compromis. L'écrivain se compromet à dire la vérité sur soi-même ou sa vérité. D'abord, c'est un aspect. De l'autre côté, le lecteur aussi va accepter ce pacte. Parce que c'est comme un jeu, n'est-ce pas? C'est comme un jeu. C'est-à-dire que si on ne respecte pas les règles, si on n'entre pas dans les règles du jeu, le jeu ne se passe pas, il n'aura pas lieu, n'est-ce pas? C'était par exemple, je disais récemment dans une discussion avec un moniteur, je ne sais pas si c'était avec un moniteur ou avec vous. Par exemple, si vous considérez les jeux d'échecs, je ne sais pas si on dit vraiment en français dame, les jeux de dames. Je peux vérifier ça rapidement ici. Jeux de dames. Ouais, ça se dit. Ouais, voilà. Jeux de dames. Et par exemple, vous savez que pour jouer aux échecs, nous avons plusieurs, je vais dire ici, personnages. Le cheval, la reine, le roi, etc. Et normalement, ça se divise en pièces, où le personnage en blanc et l'autre en noir, pour faire la différence entre les pièces. Et il y a des règles spécifiques pour jouer aux échecs. Là, c'est juste un exemple pour vous montrer pourquoi c'est important à respecter les règles. Et aux échecs, c'est plus complexe parce que chaque pièce a un mouvement différent ou une possibilité ou des possibilités de mouvement différentes. Et le jeu de dames, c'est un peu différent. Mais par contre, les pièces, elles sont se ressemblent, sont toujours le même format des pièces, et les deux divisés en noir et blanc. Et pourquoi j'utilise ça? Parce que si les pièces du jeu d'échecs sont noires ou blanches, on est capable de jouer aux dames avec les pièces d'échecs juste en adaptant les règles. N'est-ce pas? On laisse de côté qu'il s'agit des pièces du jeu d'échecs et on va jouer aux dames comme si dame était. C'est un peu confus comme exemple, mais l'idée, c'était juste de mettre en évidence que pour jouer un jeu, il faut respecter les règles du jeu, n'est-ce pas? Et donc, c'est-à-dire, l'écrivain fait ce pacte avec nous de nous raconter la vérité sur soi-même, et nous, en tant que lecteurs, on accepte cette vérité, c'est-à-dire, on va faire confiance à l'auteur. Ça, c'est la règle de base, n'est-ce pas? Parce que si, dans une autobiographie, on va se raconter assez souvent
l'écrivain d'une autobiographie est un écrivain. Assez souvent, il est une personne célèbre, etc. Et assez souvent, on ne veut pas raconter ses échecs, ses défauts, les choses qui nous font honte, n'est-ce pas? Donc, il faut accepter le pacte, mais ce pacte de sincérité de l'écrivain, de la part de l'écrivain, n'est pas forcément obligatoire. D'accord? C'est-à-dire, ce que je veux dire avec ce commentaire, si par hasard l'écrivain n'est pas sincère dans ce qu'il nous raconte, ce n'est pas si grave. Cela ne va pas invalider le texte autobiographique. En fait, ça fait partie de l'idée de l'autobiographie. Parce que quand on se raconte, on essaye de se raconter assez souvent, ce n'est pas toujours, mais assez souvent, on essaye de se raconter mieux qu'on ne l'est effectivement. N'est-ce pas? Assez souvent, on essaye de s'embellir un petit peu, de se montrer un peu plus beau, un peu meilleur, un peu plus parfait, n'est-ce pas, qu'on ne l'est pas. Et ça, on voit dans, je vous ai donné l'exemple des profils sur Instagram, et c'est un peu comme ça. On voit la vie des gens, leur façon de se montrer sur les réseaux et leur façon, assez souvent, je sais pas, je dirais même que il y a des familles, des gens qui partagent des photos en famille et on se dit, mais c'est une famille parfaite selon les photos. Mais quand on connaît leur intimité, on verra que ce n'est pas si parfait que ça. N'est-ce pas? Il y a des problèmes comme toutes les familles. Donc, cela dit, je vais survoler le texte de Philippe Lejeune. Donc, c'est un texte, le texte de Philippe Lejeune, c'est un texte très important pour la théorie littéraire ou pour cette réflexion littéraire. Et donc, il y a ici, voyons ici ce qui... Ah, voilà. Non, je vais laisser un peu comme ça je visualise la page, les deux pages tout entières. Et ici, nous avons la définition qu'il nous donne. Pardon, je vais zoomer parce que c'est la définition. Ici. Définition. Je vérifie ici. Voilà, voilà. Vous voyez le texte. Définition. Récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. Donc, nous avons ici tout en bas quelques exemples de textes qui dialoguent avec cette notion d'autobiographie. Les mémoires, mais assez souvent, quand on parle des mémoires, comme vous pouvez voir récemment, Fernando Henrique Cardoso a publié encore un volume de ses mémoires des présidents. Normalement, quand on parle de mémoire, ce sont les mémoires d'une personne, d'une figure célèbre, publique, etc., sur son époque, sur d'autres personnes. Donc, il ne va pas raconter ses intimités, mais plutôt ce qu'il se souvient d'un certain moment de sa vie avec d'autres personnes, publiques ou privées. N'est-ce pas? Biographie, la biographie, c'est on raconte la vie de quelqu'un d'autre. Un roman personnel, ça peut être une espèce de roman avec des traces autobiographiques.
Un poème autobiographique, ça c'est clair aussi, le journal intime, diário, et l'autoportrait ou un essai. Autoportrait, c'est-à-dire, c'est le portrait qu'on fait de nous-mêmes. Une selfie photographique, c'est un autoportrait, mais on peut voir un autoportrait écrit, genre, je sais pas, je sais pas, vous voyez un mémorial, par exemple, académique. J'ai commencé mes études à l'âge de, je sais pas quoi, n'est-ce pas? Mais c'est un texte qui va parler du parcours académique, mais dans ce parcours académique, on fait un autoportrait pour dire qui nous sommes. N'est-ce pas? On va parler de ce qu'on a publié, de ce qu'on a fait, des choix qu'on a fait, mais on fait aussi un autoportrait pour dire oui, je suis une personne calme, j'aime la nature, je sais pas quoi, des choses comme ça. Voilà. Et l'essai ici, c'est plutôt l'essai comme celui de Rousseau, de Montaigne. Parce qu'un essai philosophique, dans le sens où on fait une réflexion sur une autre chose, ce n'est pas forcément un texte autobiographique. Mais on garde ici cette idée de récit rétrospectif assez souvent en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. Et dans cette réflexion de Philippe Lejeune, peut-être elle reste un peu limitée avec cette idée de récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence. Parce que, par exemple, je vais prendre l'exemple concret du texte d'Annie Ernaux. Le texte d'Annie Ernaux n'est pas total, ne résume pas son existence. Elle va nous raconter un événement de sa vie, n'est-ce pas? Et cet événement va tourner autour d'une grossesse non voulue et de l'expérience de l'avortement, de l'expérience tragique. Mais d'une certaine façon, à mon avis, ce texte d'Annie Ernaux, cette expérience racontée de l'avortement, à mon avis, n'est pas, comment je peux l'expliquer? Elle ne prend pas cette expérience pour expliquer toute son existence. Parce que si on allait pousser à la limite cette définition de Philippe Lejeune, il fallait considérer une espèce de bilan de vie de l'écrivain. Raison pour laquelle assez souvent on se disait avant que pour écrire une autobiographie, il fallait être à la fin de sa vie, justement pour être capable de faire un bilan, un résumé en quelque sorte, de sa vie et de son existence pour chercher un sens final, pour chercher, c'est le chat, pour chercher une vérité, pour chercher un sens à notre vie. Donc, un récit rétrospectif sur notre vie qui va essayer de... C'est presque, je sais pas, une expérience d'auto-analyse, n'est-ce pas? Mais ce qu'on retrouve dans le texte d'Annie Ernaux, c'est un récit rétrospectif, d'accord, en prose, d'accord, qu'une personne réelle, d'accord, fait sur ou de sa propre existence. Oui, mais ce n'est pas son existence tout entière,
mais à propos d'un événement de sa vie. Et comme c'est ça que important à mettre en évidence ici, en accent, la définition théorique, elle ne va pas s'appliquer à tous les phénomènes réels, à tous les textes littéraires publiés. Et l'important ici, c'est de considérer la réflexion théorique de Philippe Lejeune comme nous donnant des instruments, des outils pour analyser un texte autobiographique, n'est-ce pas? Donc, cela dit, je vais avancer ici juste pour commenter un aspect ou un autre. Encore le chat. Donc, il y a ici dans ce texte une discussion de Philippe Lejeune assez intéressante autour de la figure de l'auteur et du nom propre de l'auteur. Du nom propre de l'auteur, parce que ça, c'est important pour définir une autobiographie. Parce que, par exemple, si j'écris un texte en première... prenons l'exemple de Soumission de Houellebecq. Nous avons discuté ça un petit peu avec Houellebecq. C'est un récit en première personne. Assez souvent, le profil intellectuel du personnage narrateur ressemble à celui de l'écrivain. Certaines idées véhiculées par le texte ressemblent aux idées de l'auteur, de l'écrivain, mais le personnage narrateur a un nom différent du narrateur, de l'écrivain. Le personnage narrateur s'appelle François et l'écrivain Michel Houellebecq. Et aussi, l'histoire, elle n'est pas forcément l'histoire de sa vie. Mais juste pour vous montrer que on peut faire un texte en première personne et, je sais pas, même parler de quelques aspects de notre vie ou donner cette impression de parler de nous-mêmes, je sais pas, des choses comme ça. Mais il faut avoir cette unité entre l'écrivain, le narrateur et le personnage. Et en plus, il y a deux aspects là. Encore un aspect important. Si l'auteur se nomme explicitement dans le texte, ça renforce l'idée de autobiographie, mais ce n'est pas nécessaire de le faire. D'accord? Si l'écrivain ne se nomme pas dans les textes, c'est-à-dire il ne dit pas « je suis » ou « je m'appelle Annie Ernaux » dans les textes, cela n'invalide pas la possibilité d'être une autobiographie. D'accord? Il faut comparer, il faut connaître les données ou la vie de l'écrivain et comparer avec ce qu'il ou elle écrit dans les textes. Mais c'est quelque chose d'important, cette identité, cette unité entre écrivain, narrateur et personnage. C'est-à-dire, l'écrivain se dit dans les textes, il le dit en première personne assez souvent, mais pas forcément, et les choses qui sont dans les textes doivent avoir un référentiel dans la vie réelle de l'écrivain. Donc, c'est un texte, parce que quand on parle de fiction, par exemple, tout au début du semestre, je vous ai parlé de la virtualité du texte fictionnel, c'est-à-dire quand on lit un texte fictionnel, s'il parle de genre d'une ville, je sais pas, prenez un livre de Georges Amade. Il va raconter une histoire dans l'état de Bahia.
par exemple. Oui, ça existe, l'état des Bayas, mais on ne va pas avoir le registre des personnages fictionnels. On ne va pas retrouver les CPF des personnages du roman. Mais la référence à l'état des Bayas, la ville de Salvador, des choses comme ça nous sert comme des références, mais ce sont des références virtuelles, n'est-ce pas? Si on va dans l'état de Bahia chercher les preuves de la vie de ces personnages, on ne va pas les trouver, n'est-ce pas? Donc, on utilise les références, mais d'une façon virtuelle, dans la fiction. Et dans l'autobiographie, c'est-à-dire que on est capable de vérifier ce qui est raconté dans les textes. D'accord? Donc, il y a un aspect où une identité entre la référence à la réalité et ce qui est écrit dans les textes. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Et sinon, voyons ici, quoi d'autre à commenter? Cette identité peut être explicite ou implicite. Ça, c'est pas grave. Oui, ici, il définit plus ou moins le pacte autobiographique. Vous voyez là en jaune. Pacte autobiographique, c'est le cas le plus fréquent, car très souvent, pour ne pas figurer en tête du livre de façon solennelle, le pacte figure néanmoins dispersé et répété tout au long du texte. Ça, c'est quelque chose d'important parce que là, je fais une référence à la dissertation de Rodrigo ici, parce que Rodrigo travaille sur des éléments paratextuels, n'est-ce pas? Ou selon Gérard Genette, il utilise l'expression épitexte ou quelque chose comme ça, péritexte, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire la couverture du texte. Ça, c'est important aussi. Je vais vous démontrer ça avec le texte d'Annie Ernaux. Ça va changer. Ouais, voilà. Vous avez ici la couverture du livre d'Annie Ernaux. Donc, nous avons ici les noms de l'écrivaine, Annie Ernaux, et le titre du livre, l'événement. Sur la couverture, il n'y a rien d'autre. Nous avons une jeune fille couchée. Ça semble être une chambre de jeune étudiante. Nous avons ici Folio, c'est la collection dans laquelle le livre a été publié. Et vous voyez, nous avons la deuxième page, encore une fois, Annie Ernaux, l'auteur, l'événement, les titres, et Gallimard, la maison d'édition. Rien d'autre. Annie Ernaux, et puis nous avons Annie Ernaux a passé toute sa jeunesse à Yvetot, en Normandie, agrégée de lettres modernes. Elle a enseigné à Annecy, Pontoise et au Centre national d'enseignement à distance. Elle vit dans le Val d'Oise, à Cergy, c'est tout. Et puis, nous avons ici les épigraphes, 2, et on commence le texte. Vous voyez que dans le texte d'Annie Ernaux, nous n'avons pas le péritexte qui nous dit qu'il s'agit d'une autobiographie. Parce qu'il y a certains textes qui sont publiés ou dont je refais la phrase, certains livres dans lesquels on retrouve explicitement écrit sur la couverture autobiographie, par exemple. Ou, je ne sais pas, imaginez un récit d'une vie
quelques éléments qui nous montrent ou qui anticipent au lecteur la notion du pacte autobiographique. Dans les cas de Annie Ernaux, nous n'avons pas ça, c'est-à-dire dans les éléments péritextuels, c'est-à-dire dans les éléments hors le texte littéraire lui-même. D'accord? Et donc, j'entre déjà dans la discussion du texte d'Annie Ernaux. Et donc, vous voyez ici, je zoome le texte. Voilà. Voilà. Et donc, vous voyez, le texte commence comme ça. Je suis descendu à Barbès. Comme la dernière fois, des hommes attendaient groupés au pied du métro aérien. Et puis, ça continue. Mais juste pour vous montrer quelque chose ici. Je suis, j'ai pris les boulevards, une femme, j'ai suivi les longs couloirs voûtés. La première fois, je ne vais pas souligner toutes les occurrences des jeux, mais nous avons déjà ici, tout d'abord, imaginez que vous prenez le texte sans aucune référence, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas Annie Ernaux, vous n'avez pas d'informations sur l'écrivaine et pas d'informations sur ce livre. Quelqu'un vous donne le livre à la main et vous voyez Annie Ernaux sur la couverture, l'événement. Donc, vous savez qu'Annie Ernaux est l'écrivaine, l'auteur, et l'événement, les titres du livre. Et vous commencez à lire le livre. Et le premier paragraphe vous montre tout simplement qu'il s'agit d'un récit en première personne. Donc, nous ne savons pas encore si ce qu'elle dit ici correspond à sa propre expérience de vie ou pas. On sait tout simplement qu'il s'agit d'un texte en première personne, c'est-à-dire le narrateur est le personnage. Et souvenez-vous que le roman Soumission, c'est un roman fictionnel et en première personne. Donc, avec les éléments textuels donnés pour l'instant, ce que nous avons comme information, c'est tout simplement qu'il s'agit d'un récit en première personne. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore entré dans le pacte autobiographique. D'accord? Et j'avance un tout petit peu ici. J'avance encore parce que je veux vous montrer. Voilà. Donc, vous voyez ici, le texte commence ici. Nous avons la première page, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la 7e page, elle dira ici, dans le texte, je change la place de ce commentaire. À la 7e page, elle dira ici, de retour à Rouen, j'ai téléphoné au docteur Heine qui m'a confirmé mon état et a annoncé qu'il m'envoyait mon certificat de grossesse. Je l'ai reçu le lendemain, accouchement de mademoiselle Annie Duchesne, prévu le 8 juillet 1964. J'ai vu l'été, le soleil, j'ai déchiré les certificats. Donc, vous voyez ici que Annie Duchesne, c'est le nom de jeune fille d'Annie Ernaux. Donc, c'est une façon, en effet, c'est une désignation explicite que l'auteur du texte est le narrateur du texte. D'une certaine façon, elle ne met pas forcément Annie Ernaux, mais le nom de jeune fille, parce que l'expérience s'est passée quand elle était jeune fille aussi.
mais c'est une information qu'elle ne nous a pas donnée tout simplement dans l'ouverture du texte. Donc, elle nous laisse entrer plus ou moins dans le récit qu'elle fait, sans le savoir forcément qu'il s'agit d'un récit autobiographique, et puis elle nous révèle cette identité. Et là, nous sommes plus ou moins sûrs que ce qu'elle nous raconte, c'est une expérience vraiment vécue. D'accord? D'accord. Ces aspects-là déjà discutés, déjà dit. Qu'est-ce que cela change? C'est quelque chose que je voulais vous écouter par rapport à laquelle je voudrais vous écouter. Au niveau de l'effet chez vous en tant que lecteur, qu'est-ce que cela change quand il s'agit d'une autobiographie ou s'il s'est... imaginez que Annie Ernaux ne nous révélait pas qu'il s'agit d'un récit autobiographique. Et vous lirez ce texte comme fiction, de la fiction tout simplement. Qu'est-ce que cela change, à votre avis? J'explique un peu mieux. Pour ceux qui ont lu le texte, comme Marcus a dit qu'il l'a fait, c'est la même histoire, mais le fait de savoir que l'auteur a vraiment vécu cette expérience, est-ce que cela change quelque chose pour vous? S'il s'agit... Vas-y, s'il s'agit d'une autobiographie ou d'une fiction, ça change quelque chose? Dans ces cas-là, je pense que ce qui change parce que c'est une expérience d'une intime, une expérience intime qui est faite publique pour parler de santé publique, je pense. Donc, dans ces cas-là, il y a une lecture sociale et politique. Et je pense que oui, dans ces cas, change, mais je pense qu'il y a des cas qui ne changent pas beaucoup. Si l'histoire est fictive ou pas. Mais dans ce cas, c'est une chose que je pense que c'est pensé, c'est une je ne sais pas comment on dit. Essaye. É uma coisa política, né? Um movimento político que ela faz, eu acho. C'est une chose politique. D'accord, ok, très bien. J'ai bien aimé ces commentaires. Je vais commenter après. Daniel. Pour moi, je dirais, à la première vue, je dirais que non. Parce que ce fait-là peut arriver à n'importe qui. Mais quand on voit que le texte est fictionnel, on peut s'en douter, on peut dire cela n'existe pas, cela a été inventé. Donc, je ne peux pas les traiter comme réalité. Et quand on lit, j'ai commencé à lire les textes et savant déjà qu'ils traitent de l'avortement, je vois déjà que l'écrivaine, elle a fait ça aussi pour l'autodérision. C'est comme, oui, là, on va traiter de quelque chose qui est vraiment arrivé à quelqu'un d'autre. Donc, on peut croire, je dis ça de cette façon très, très naïvement et très sans jugement parce que ça arrive beaucoup, tout le temps, tous les jours.
Donc, il faut qu'on pense à ce sujet-là parce qu'on a besoin d'en parler. Mais quand une histoire est racontée par quelqu'un qui a vécu, on voit cette façon de c'est comme tout ça est passé dans sa vie. Elle a eu elle est passée par tous les niveaux de compréhension, la négation, la rage et les autres là que j'ai oubliés. Puis, pour en finir, pour dire qu'est-ce que je fais avec tout ça, donc elle a trouvé un moyen de retirer ça de sa tête, de ne plus amener ça dans sa tête, et elle a produit une œuvre. Donc, c'est pour dire, écoute, ça c'est arrivé, et je traitais, c'était de cette façon pour moi. Donc, peut-être mon expérience peut aider d'autres, ou j'ai juste eu la volonté de faire sortir ça de moi. Donc là, moi, j'ai la tendance à me rapprocher plus, comme je fais avec mon auteur, l'Ecclésio. Dans sa première phrase, il commence par les jeux. Il parle de son père, mais avant, il pensait que c'était sa mère, mais le texte va traiter de son père. Et moi, je me suis sentie dans les mêmes rapports. Donc, voilà, ton commentaire, Daniel, m'évoque quelque chose d'intéressant, une réflexion intéressante autour de ce texte, qui est quand on parle d'une expérience vécue, vraiment vécue, ça donne de l'autorité au discours de cette personne, n'est-ce pas? Et vous voyez comment c'est compliqué aujourd'hui autour. Je profite pour faire la publicité. Ici, comme j'ai déjà commenté avec quelques-uns parmi vous, je pense faire un groupe d'études à partir de juillet pour le semestre prochain autour des questions liées à la contemporanéité. Je ne vais pas faire la publicité plus que ça maintenant. Je peux vous envoyer le programme après. Mais cette idée de l'autorité, par exemple, du lieu de parole, pour utiliser l'expression comment elle s'appelle, comment elle s'appelle, la philosophe brésilienne do lugar de fala? Djalma Ribeiro? Djamila. Voilà. Et il y a une discussion autour de cette notion, de ce concept, parce que les lieux de parole, d'une certaine façon, il est utilisé aujourd'hui pour silencier les autres qui n'ont pas vécu la même expérience, n'est-ce pas? Par exemple, comme si, prenons l'exemple de Dani Ernaux ici, comme elle a vécu l'expérience de l'avortement, elle a l'autorité d'en parler. Moi, en tant qu'homme, par exemple, je n'ai pas le droit d'avoir une opinion ou même de défendre ou d'être pour ou être contre. Vous voyez? Et donc, ou sinon, pour le dire d'une façon différente, comme si le fait d'avoir vécu donne à Annie Ernaux plus d'autorité que moi pour parler de cette expérience. Imaginez que je vais faire tout un discours pour dire que l'avortement
pour la femme est une expérience traumatisante. Il faut avoir de politiques publiques pour soutenir les femmes, etc., etc. Je serai toujours un homme qui n'aura jamais vécu cette expérience, qui parle de ce sujet. Mais quand elle parle de son expérience, ça lui donne un peu plus d'autorité pour parler. Donc, ça, c'est un aspect intéressant que je commente de ce que tu as dit, Daniel. L'idée de l'autorité autour de cette expérience. Ici, parce que nous traitons d'une expérience assez sensible, assez problématique, traumatisante, l'expérience de l'avortement. Parce qu'une autobiographie, elle peut tout simplement être un bilan de vie de quelqu'un. N'est-ce pas? Par exemple, je peux faire une autobiographie sur ma vie qui ne va pas traiter d'un sujet tellement sensible. Ah, je suis né dans un petit village du Mina, j'ai eu une enfance heureuse, et là, j'arrive à la fin de ma vie, et je ne sais pas, j'essaye de repenser la relation avec mes parents. Donc, vous aurez toute une réflexion personnelle autour de ma vie, mais qui ne va pas raconter une expérience traumatisante. D'accord? Et par rapport à ce que Marcus avait dit, la question sur s'il s'agissait s'il y a des différences d'effet chez le lecteur, s'il s'agit d'une fiction ou d'une autobiographie, et Marcus nous a apporté cette idée une certaine notion de politique, le côté politique de ces discours. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que je n'avais pas commenté que Annie Ernaux est une militante pour l'avortement en France. Et comme je n'ai pas fait comme ce n'est pas comment j'avais prévu faire cette discussion, parce que j'aime bien entrer dans les débats de la loi de l'avortement en France dans les années 60, 70, la figure de Simone Veil, qui a survécu les camps de concentration nazis. Elle est devenue députée, elle a lutté pour les droits des femmes à l'avortement, et c'est une histoire hyper intéressante. Et Annie Ernaux, en plus, comme vous voyez que les choix du texte d'Annie Ernaux a plusieurs composantes qui compliquent les cas, parce que il s'agit d'une autobiographie ou d'un récit autobiographique. En plus, on ajoute l'élément d'être une femme qui raconte son histoire. On ajoute en plus l'idée de l'expérience traumatisante de l'avortement, parce qu'en fait, quand on parle de Annie Ernaux et l'avortement, elle est une femme qui milite pour les droits de la femme. Donc, pour ça, c'est un peu peut-être un peu confus, mais j'utilise l'idée apportée par Marx ici du côté politique de ce texte. Et vraiment, le texte a un côté ou un aspect politique si on connaît un peu plus l'histoire de militance ou des luttes d'Annie Ernaux en tant qu'écrivaine, en tant que femme, en tant que figure publique. Et ça, c'est intéressant parce que, cela dit, je reviens à la question que je vous ai posée, s'il y a des différences, à savoir s'il s'agit d'un texte fictionnel ou autobiographique. Je suis d'accord, peut-être, au niveau de l'émotion provoquée par le texte, peut-être non, n'est-ce pas? Parce qu'on est capable de regarder un film, de lire un livre explicitement fictionnel, et on va s'émouvoir de toute façon, ou d'une façon ou d'une autre,
n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de vous donner d'exemples. Il suffit de vous-même chercher dans vos disques durs mentaux, HD cérébral, des expériences d'émotion en regardant quelque chose de fictionnel ou lisant quelque chose de fictionnel. Par contre, quand on ajoute ces informations, récits autobiographiques, récits des femmes, récits d'un avortement, ça confère, ça ajoute au texte un aspect politique important. D'accord? Et là, on va entrer dans un autre débat intéressant aussi sur l'utilisation de l'espace public par un écrivain. Et là, quand l'écrivain fait ce genre de mouvement, il sort un petit peu de son espace d'écrivain et il commence à occuper un espace d'intellectuel en quelque sorte. J'avais discuté le sujet de l'intellectuel dans les cours de Panorama parce qu'on parlait de Zola et puis de Sartre, etc. Mais d'une certaine façon, c'est le fait d'un écrivain utiliser, pas tout intellectuel, je ne vais pas résumer l'intellectuel à l'écrivain, mais il y a ces genres, pourquoi on considère certains écrivains des intellectuels? C'est assez souvent parce qu'ils utilisent l'espace public pour proposer certaines discussions. Et dans les cas ici, nous avons une écrivaine, Annie Ernaux, qui nous propose la réflexion à propos de l'expérience vécue de l'avortement. Donc, vous voyez, et ça c'est la particularité de la littérature, parce que le texte d'Annie Ernaux n'est pas un mémoire sur l'avortement. Ce n'est pas une pièce juridique, ce n'est pas un projet de loi, ce n'est pas un article, un reportage de journal. Vous voyez, c'est un texte littéraire. Mais ce texte littéraire, il mobilise l'opinion publique, la réflexion sur la société, etc. Donc, c'est un texte derrière lequel on peut, ou peut-être pas derrière, c'est évident, il y a un côté de mobilisation politique, en quelque sorte, dans ces textes-là. Même, et c'est intéressant parce que c'est un sujet important pour nous aujourd'hui au Brésil, parce que la loi qui permet l'avortement à toutes les femmes jusqu'à 3 mois de grossesse existe en France depuis 1975, 1975. C'est la loi qui a passé à cause de Simone Veil, cette députée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez que quand Annie Ernaux publie ce texte, si je ne me trompe pas, il a été publié en 2000. Donc, 25 ans plus tard, après l'approbation de la loi de l'avortement en France. C'est parce qu'on sait que même si légalement c'est permis en France, il y a plusieurs interdits encore dans la société ou dans la discussion. Vous voyez aux États-Unis, là, je pense que c'est la Géorgia ou la Géorgie qui est en train de reculer dans cette permission aux femmes d'avorter. Ici au Brésil, nous avons vécu l'année dernière le cas de la jeune fille qui a été violée elle a été doublement violée violée par quelqu'un de la famille, est devenue tombée enceinte à l'âge de, je ne me souviens plus, de 11 ans, 12 ans, et violée après par la mobilisation organisée par la ministre Damares. Je ne vais pas entrer dans le débat si vous êtes pour ou contre, n'est-ce pas? Et je ne vais pas donner mon opinion non plus ici, parce que
si je ne vais pas donner mon opinion, si je ne vais pas vous donner l'espace pour manifester vos opinions, je ne vais pas donner la mienne non plus. Mais ce que je veux dire ici, à cause du temps aujourd'hui, c'est que c'est une question délicate, sensible, qui est en discussion dans la société, notre société, parce que les possibilités d'avortement restent limitées. Et en France, elles sont plus larges parce que toute femme, n'importe la raison, peut avorter jusqu'à 3 mois de grossesse. Mais il y a encore des interdits sociaux, des stigmes sociaux, etc. Et aussi la possibilité de traumatisme psychologique, même si la loi permet aux femmes d'avorter. D'accord? Cela dit, je laisse de côté cette discussion politique autour du sujet et je voudrais passer par quelques aspects du texte. Dans les 10 minutes finales, minutes finales. Donc, il y a quelque chose ici, dans quelques aspects intéressants à observer dans les textes. Et si vous n'avez pas lu le texte, je vous invite à lire ce texte pendant les vacances, pas pour faire une activité, mais pour avoir l'expérience de la lecture du texte. Je pense que c'est un texte, et vous voyez, mon texte, il est presque tout souligné, mais c'est intéressant, par exemple, elle ouvre le récit avec une comparaison de l'expectative du résultat du test des grossesses comme l'appréhension d'un résultat de SIDA, AIDS en français, n'est-ce pas? C'est une autre expérience qu'elle a vécue, n'est-ce pas? De passer un test, de se tester pour savoir si elle avait pris le sida ou pas. Et en fait, il y a plusieurs aspects. Je pense que une prochaine fois, dans un prochain semestre, comme c'est un récit court, moi j'avais imaginé 1 semaine ou 2 pour cette discussion. Je pense que peut-être un prochain semestre, je vais laisser 1 mois pour discuter ce texte en détail. Parce qu'il y a plusieurs aspects liés, par exemple, à la sexualité, qui sont très intéressants. Par exemple, ici, cette phrase, moi, je la trouve très intéressante. Vous avez aussi mon commentaire à côté. J'ai pensé qu'il n'y aurait jamais aucun rapport entre le sexe et quelque chose, et autre chose, pardon. Et j'ai mis ici ces commentaires comme si le sexe était une fin en soi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le but, l'objectif du sexe, c'est tout simplement avoir du plaisir. Et en fait, la grossesse lui montre la réalité qu'il peut avoir un rapport entre le sexe et quelque chose d'autre, n'est-ce pas? C'est-à-dire la naissance d'un enfant, attraper une maladie sexuellement transmissible. Je sais pas, on peut même ajouter ici la prostitution. Parce que pour une femme ou un homme prostitué qui se prostitue, le sexe n'est pas une fin en soi. Il y a un objectif, il y a un but qui c'est faire de l'argent avec. Donc, elle nous apporte ici une autre idée de réflexion, n'est-ce pas, autour du sexe. Le sexe n'est pas quelque chose, une fin en soi, comme je l'ai dit ici. Voyons d'autres aspects à commenter. Il y a quelque chose de très intéressant ici. Voyons ici. Oui. Il y a deux choses que je voulais commenter. Tout d'abord, parce que je veux
revenir dans cette question à la fin, parce que il y a peut-être deux mouvements dans ces textes, ou plus importants à commenter. L'un, c'est le récit de l'avortement. Ça, c'est les côtés évidents et peut-être les plus choquants, les plus prégnants du texte. Mais il y a un autre mouvement dans ces textes qui est le mouvement de l'écriture du texte. N'est-ce pas? Et ça, c'est intéressant parce que il y a une espèce de double accouchement. C'est-à-dire, il y a un accouchement qui donne naissance à un fœtus mort, c'est l'avortement, et il y a l'accouchement du texte, n'est-ce pas, qui nous donne ce récit à lire. Donc, il y a, et là, ce n'est pas tout simplement une réflexion interprétative, l'auteur construit le texte avec ce rapport, n'est-ce pas? Mais ici, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'elle parle de faire l'amour avec son copain à cette époque, etc. Et puis, peut-être c'est déjà évident, Annie Ernaux est une femme féministe qui participe de ce débat autour du droit de la femme publiquement. Et c'est intéressant parce que son expérience date des années 60, ici dans ces cas plus précisément 64. Donc elle raconte un peu l'histoire avec son copain à l'époque. Et c'est une époque dans laquelle le féminisme était naissant ou prenait une ampleur à cette époque, surtout avec Simone de Beauvoir en France. Et c'est intéressant quand elle dit ici, dans l'amour et la jouissance, je ne me sentais pas encore intrinsèquement différent de celui des hommes. Donc, vous voyez qu'au niveau de l'amour et de la jouissance, on peut traduire comme orgasme, gozo. Na psicanálise, a gente traduz como gozo, n'est-ce pas? Mais couramment ici, on peut traduire comme orgasme. Et donc, dans l'amour et dans la jouissance, elle ne se sentait pas encore différente de celui des hommes. Par contre, pour le corps de la femme, ça peut avoir des conséquences. Donc là, c'est une réflexion intéressante aussi à faire, n'est-ce pas? On parle assez souvent dans ces débats des différences socialement construites, mais il faut aussi prendre en compte les différences biologiques et les conséquences différentes demandées. Et quand je parle de ces différences, je ne veux pas dire que la biologie doit définir ce qu'on fait ou ce qu'on veut être, etc. C'est juste un élément de plus à compter ici. D'accord? Et voyons, d'accord, je vais malheureusement sauter à la fin du texte pour commenter un aspect ici, parce que sinon je voulais faire des commentaires commenter chaque ligne, chaque phrase. Et donc ici, voilà, nous avons ici, j'ai mis ce petit commentaire-là, le double sens de l'événement, l'avortement et l'écriture, et elle laisse ça clair dans les textes. Par exemple, je veux m'immerger à nouveau dans cette période de ma vie. Donc, vous voyez ici, ouais, je zoome, voilà. Je veux m'immerger à nouveau dans cette période de ma vie, savoir ce qui a été trouvé là. Donc, ici, c'est clair que l'auteur parle le moment, c'est-à-dire les moments du récit et les moments présents de l'auteur qui va faire référence à un moment passé de sa vie. Donc, il y a une réflexion tardive
c'est-à-dire un récit rétrospectif, comme l'a dit Philippe Lejeune dans les textes Le Pacte autobiographique. Donc, cette exploration s'inscrira dans la trame d'un récit, seul capable de rendre un événement qui n'a été que du temps au-dedans et au-dehors de moi. Un agenda et un journal intime tenus pendant 6 mois m'apporteront les repères et les preuves nécessaires à l'établissement des faits. Je m'efforcerai par-dessus tout de descendre dans chaque image jusqu'à ce que j'ai la sensation physique de la rejoindre. Donc, vous voyez qu'ici, c'est presque un exercice, c'est pas presque, c'est un exercice d'immersion dans le passé et qui va essayer de revivre les sensations, les sentiments vécus pour... et là, il y a quelque chose d'intéressant aussi que si on se plonge dans une expérience pareille intensement, on peut revivre, c'est-à-dire vivre à nouveau les mêmes sensations. Et c'est ce qu'elle cherche pour donner de la force à son texte. Et elle continue ici, sensation physique, la rejoindre, et que quelques mots surgissent dont je puisse dire « c'est ça ». D'entendre à nouveau chacune de ces phrases indélébiles en moi, dont l'essence devait être alors si soutenable ou à l'inverse si consolant, que les pensées aujourd'hui me submergent de dégoût et ou de douceur. Et puis, à la fin du livre, il y a un extrait dans lequel elle commente ça déjà un peu plus avancé dans sa réflexion. C'est ici l'écriture. Ouais, d'accord, pour terminer. Je finis de mettre en mots ce qui m'apparaît comme une expérience humaine totale de la vie et de la mort, du temps, de la morale, de l'interdit, de la loi, une expérience vécue d'un bout à l'autre au travers du corps. Donc, ça, c'est vraiment génial à voir. Et vous voyez que, comme je vous ai dit, ce livre, il nous met en contact avec une expérience traumatisante, la femme, la politique, la société, etc. Et elle nous dira ici que cet exercice est apparu comme expérience totale, l'expérience humaine totale, c'est-à-dire de la vie et de la mort, parce qu'elle a vu la vie, sa vie, ou même la vie du fœtus et la mort du fœtus, n'est-ce pas? Parce que vous voyez qu'un avortement, c'est une expérience de la vie et de la mort parce qu'on donne naissance à un être qui va mourir ou qui naît déjà mort. Donc, vous voyez comment c'est compliqué. C'est un acte qui, à la base, est connu pour donner la vie à quelqu'un. Il va en fait donner la mort à quelqu'un. On ne peut pas renier, même si on est pour l'avortement, on ne peut pas renier ce côté de vie et de mort. Du temps, parce qu'elle revisite son passé, de la morale, si c'est correct, si ce n'est pas correct, de l'interdit. On peut mettre ici, du côté de l'interdit, l'interdit de le faire et l'interdit d'en parler, n'est-ce pas? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on peut être pour ou contre, mais le fait, c'est que l'avortement existe effectivement. Et les gens qui le font, qui le pratiquent, ne peuvent pas en parler. Parce que, en plus de le faire, en parler publiquement, ça génère aussi, ça provoque d'autres des réactions et des jugements, n'est-ce pas?
et puis de la loi, parce que c'est hors la loi ou pas hors la loi, une expérience vécue d'un bout à l'autre au travers du corps. Et finalement, ici, vraiment pour terminer, nous avons ici, et le véritable but de ma vie est peut-être seulement celui-ci, que mon corps, mes sensations et mes pensées deviennent de l'écriture, c'est-à-dire quelque chose d'intelligible et de général, mon existence complètement dissoute dans la tête et la vie des autres. Donc, ici, nous avons, d'une certaine façon, un résumé de l'objectif de l'auteur, qui était transformer cette expérience vécue dans quelque chose de transmissible. Et quand elle dit intelligible et général, c'est-à-dire les autres vont comprendre cette expérience, et général, c'est-à-dire cette expérience peut être l'expérience de plusieurs autres femmes. C'est-à-dire, elle servira comme exemple, pas exemple à suivre, mais exemple comme passible de s'identifier avec. Pensez à toute femme ayant vécu une expérience pareille, lisant ce texte et s'identifiant et disant « oui, moi aussi j'ai vécu cette expérience ». Et peut-être elles trouveront, en lisant ce texte, une espèce de réconfort, n'est-ce pas? Donc, voilà, ouais, c'est ça. Est-ce que vous voulez dire quelque chose avant qu'on termine? C'était pas l'idéal, ça a été rapide, ça a été... je suis désolé de faire cette discussion un peu à l'arrache, comme ça. Est-ce que vous voulez... C'est vraiment dommage parce que on pourrait faire, à mon avis, un parallèle entre les romans et la réalité. Mm-hmm. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est dans les romans contemporains, c'est le but, quoi. C'est que c'est pas juste d'inventer, c'est aussi de faire des rapports avec notre réalité et la réalité des autres. Donc, voilà. c'est vraiment dommage qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on fait nos excuses parce que c'est une pandémie, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. Donc, il faut s'adapter, il faut s'excuser aussi. On n'a pas besoin de rester... et je dis ça à vous, professeur. Parce que comme professeur aussi, on sait que le temps, c'est notre ennemi parce qu'on a tellement de choses à dire, mais des fois, on n'a pas le temps. Oui, mais pas seulement à dire, mais à écouter aussi, à échanger. Aussi, oui, ouais. Voilà. Pour faire notre travail complètement, je veux dire. Oui, et j'aurais préféré faire cette discussion en vous écoutant, parce que je pense que c'est un livre très riche. Et peut-être, voilà, peut-être c'est une idée, parce que je pensais à ces groupes d'études le semestre prochain autour de la contemporanéité. Je pensais peut-être à des textes théoriques, mais peut-être c'est un texte à ajouter, ce texte-là. C'est un texte à discuter comme faisant partie de cette discussion sur la contemporanéité. Je pense que c'est vraiment intéressant. Oui, parce que c'est, voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un point, c'est un sujet qu'il faut qu'on en discute, comme le suicide, par exemple. Voilà. Il faut en parler, donc, pour qu'on comprenne, pour qu'on fasse ses excuses. Enfin, mais oui, c'est dommage, mais de toute façon, j'ai bien apprécié. J'ai découvert encore une fois des textes intéressants et une autre vision aussi de travailler la littérature en tant que telle. Parce que moi, je m'attends toujours à voir la ligne
chronologie que les écoles, Oui. parce que je suis un peu cartésienne, mais j'aime bien sortir de ma zone de confort. Donc, merci beaucoup pour les découvertes. Merci pour ces commentaires. Et voilà, c'est l'effet de la littérature chez nous. Et voilà, donc, Marcus, en fait, ça n'a rien changé, peut-être seulement pour toi, parce que je vérifie ici, ma caméra fonctionne toujours. Mais donc, c'est ça. Je vous remercie encore une fois pour la participation, la présence ce semestre, pour vos commentaires, vos contributions à la discussion, votre intérêt. Et donc, si jamais vous avez besoin de quelque chose, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'un texte ou des références ou si vous voulez discuter à propos d'un sujet. Je suis toujours ouvert. Vous savez, assez Tenez-nous au souvent. courant des rencontres là, sur la contemporanéité. Oui, je vais diffuser ça au début du semestre. Donc, j'ai vos adresses mail, mais peut-être je peux demander aussi de l'aide pour la diffusion de cette information. Et c'est un peu comme ça. Vous savez, parfois, vous m'écrivez en privé et je mets du temps à répondre. Je ne suis pas très bien à répondre à bon terme. Et surtout, assez souvent, quand par exemple, vous m'écrivez par rapport à un problème avec une activité. Je suis d'accord avec vous, je ne vais pas vous réduire la note, quelque chose comme ça. J'accepte ce que vous m'avez écrit, mais je ne réponds pas. Mais quand vous me cherchez, par exemple, là, j'ai besoin de vous parler ou de parler d'un certain sujet, ou j'ai besoin d'une orientation, moi, je suis toujours disponible. Donc, si vous avez besoin de moi, de quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire, je suis toujours disponible, même si je mets du temps à répondre. D'accord? Mais je suis toujours disponible. Et c'est ça, je ne vais pas me tarder un peu plus parce qu'il faut commencer les cours de panorama dans la suite. Donc, dans votre cas de roman, je vais vous envoyer mes commentaires aujourd'hui sur l'introduction de la dissertation. J'oubliais de parler, de le dire, parce que je l'ai fait avec les élèves de Panorama, sauf si je ne me trompe pas avec Cécile qui est là, parce qu'il manque ton introduction à commenter, mais je vais le faire aujourd'hui. Et je vais juste vérifier parce que si la date limite de rendre la dissertation est aujourd'hui, je vais repousser à demain pour vous donner le temps de réviser encore un peu le texte à partir des commentaires de l'introduction. Donc, attendez jusqu'au soir, aujourd'hui, le soir aujourd'hui, parce que je vais vous envoyer les commentaires à propos de l'introduction. Et sinon, pour la semaine prochaine, jusqu'à vendredi de la semaine prochaine, le 28, je publie ici les notes, vous vérifiez et si c'est bon, j'entre les notes dans le système. En tout cas, je vais vous envoyer les corrections, les commentaires à propos de toutes les activités avant la fin de la semaine prochaine. D'accord? Donc, Daniel, vas-y, Marcos. eu queria só te perguntar uma coisa em português, porque quando eu entreguei o plano da dissertação, você fez um comentário sobre a gente usar as normas da ABNT. E aí eu até tenho uma familiaridade com as normas da ABNT, mas uma das coisas que eu me sinto assim um pouco perdido nessa nova era tecnológica é que quando a gente está lendo o livro
PDF, ou às vezes a gente está lendo em outros formatos, a gente não tem página, a gente não tem edição, a gente está lidando um pouco com a pirataria, né? E aí, daí, nesse sentido, eu fico um pouco confuso para fazer as referências da ABNT, porque eu não sei como Olha, fazer nesse caso específico. Sabe o que eu tenho feito? Foi o ano 2019, eu cheguei a levar as turmas para... eu vou falar rapidinho, porque já deu 15 minutos aqui. Levei as turmas para fazer o curso lá da Biblioteca Central. E, na verdade, para e-book, você faz a mesma referência, sobrenome do autor em caixa alta, data, e em vez de colocar a página, você coloca e-book. Porque aí a gente sabe que no caso de e-book você não tem a página. Até tinha uma época que, acho que no caso do Kindle, tinha gente que colocava a posição que o Kindle dá. Só que aquela posição é muito confusa, é um número, sei lá, muito aleatório. E aí eu tenho usado essa estratégia. Como a gente acaba baixando muita coisa, e assim, se você baixa um PDF que é a cópia do livro impresso, é mais fácil porque você tem a manutenção da página, né? Então você pode usar a página. Agora, quando, por exemplo, eu costumo baixar livro em EPUB e eu preciso transformar em PDF para poder passar para vocês. Esse aí não tem a referência de página. Aí eu coloco e-book, porque aí é a maneira de você mantém a referência à BNT, mas deixa claro que se trata de um e-book. Aí você não tem página para colocar. Nesse caso também, no e-book, a gente pode pegar exatamente o trecho e pesquisar e encontra, né? Sim, tem isso também. Você é capaz se você quiser realmente verificar a citação, é fácil você encontrar. Mais fácil, imagina, né, um livro impresso que você não coloca a página, é super complicado de achar referência. Num livro digital, se você digitar, sei lá, 3 palavras naquela sequência, você acha fácil. Tá Vamos certo, supor obrigado. que é isso. Ok? Beleza? Posso ir? Uhum. Então tá. Tchau para vocês. Mais uma vez, obrigado pelo semestre e até a próxima. Espero que seja em breve. Até. Obrigado, Daniel. Obrigada, professor. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.